Donc, bonjour tout le monde Bonjour. Bonjour et à merci, tous. merci pour votre participation en fait, hein, pour avoir rejoint ce webinaire. En fait, donc on m'a demandé de parler en fait Viviane Marchand, qui travaille au Ouessant en fait en formulation et en R&D en fait sur tout ce qui est la partie aliments aquacoles pour poissons et crevettes, quoi. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème spécifique des aliments adaptés en fait pour les races, quoi, les élevages en circuit recirculé, quoi. Donc, nous, on considère, en fait, en tant que fabricant d'aliments, qu'il y a trois grands principes de base, en fait, hein, pour développer des aliments en circuit fermé, enfin, en circuit recirculé, pardon, en race. C'est le principe numéro un, c'est de réduire les pertes d'aliments, tout ce qui est physique, c'est-à-dire pertes en fine, en huile, on verra ça en détail. Le principe numéro 2 qui serait de réduire effectivement les pertes métaboliques. Alors donc, je pense que vous avez déjà abordé en fait le sujet en fait sur les rejets en termes d'azote et phosphore en fait dans les élevages. Et le troisième principe serait capter en fait un maximum de fesses pour extraire toute cette matière organique des systèmes d'élevage, avec comme enjeu de préserver effectivement la qualité de l'eau en élevage. Voilà. Alors, principe numéro un, donc réduire les pertes d'aliments. Donc, généralement, en fait, je vais vous préciser un petit peu hein, quels sont les indicateurs en fait des moyens de mesure, c'est-à-dire réduire des pertes d'aliments, ça veut dire avoir des granulés qui résistent au système de distribution d'aliments, donc qui résistent. Alors, ce qu'on va mesurer en fait, c'est les paramètres de dureté, de durabilité. On verra en détail un petit peu ce que c'est, quoi. Il faut des granulés qui ne soient pas fragiles dans l'eau, qui soient stables dans l'eau. Alors, bon, sachant qu'il faut qu'ils soient absorbés rapidement quand même, quoi. Mais bon, en général, on essaye d'augmenter cette stabilité à l'eau pour que le temps où il est dans l'eau, en fait, il ne relargue pas son huile, par exemple. En fait. Donc, un granulé ne doit pas relarguer son huile immédiatement. Je vous expliquerai pourquoi, en fait, ça peut être problématique et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour essayer de ne pas avoir ce phénomène-là, quoi. Et puis, il faut forcément ne pas gaspiller d'aliments. Alors, ça, c'est vrai dans toutes les piscicultures, mais c'est d'autant plus vrai dans un circuit fermé, quoi. Il faut avoir un rationnement qui soit très pointu, quoi, en fait, hein, sur l'alimentation. Donc, bon, il n'y a pas de méthode normée, en fait, hein. Chaque fabricant d'aliments a ses propres méthodes de mesure, en fait, sur les paramètres physiques, en fait, des granulés, quoi. Donc, on développe des méthodes de mesure, en fait, chacun au coin, et puis, bon, on essaye d'améliorer, en fait, des formulations d'aliments ou des principes d'extrusion, cuisson-extrusion pour améliorer certains paramètres, quoi. Donc, il y a la mesure de la durabilité qui se fait généralement avec un appareil qui stresse un peu les granulés qu'on appelle le Doris. On a des mesures de dureté, des mesures de stabilité dans l'eau et des mesures de relargage d'huile. Donc, il y a quelques petites photos qui vous montrent un petit peu en fait les différents types d'appareillage qu'on peut utiliser, quoi. Donc, pour ce qui est de la dureté, donc on utilise des texturomètres, c'est-à-dire en fait ce sont des appareils qui appliquent une pression en fait sur des granulés. Donc on mesure les granulés un par un et donc on essaie d'en faire une trentaine pour avoir quelque chose qui soit statistiquement intéressant. Et on essaie de l'écraser en fait soit sur sa partie au niveau vertical, soit horizontalement en fait, hein, pour voir si un granulé tient bien en fait, s'il y a moins de cassé, s'il y a moins de fini, quoi. Donc bon, voilà, quand on développe des aliments en fait spécifiques pour les races, en fait, on mesure ces paramètres-là pour savoir si on a une amélioration de la dureté, soit parce qu'on a choisi notre formulation, soit qu'on a mieux réglé l'extrudeur, en fait. Donc une petite remarque quand même, c'est que bien souvent, on s'est aperçu quand même qu'un granulé qui était trop dur ne résistait, était plus se fragilisait mine de rien en fait dans des systèmes de distribution automatique d'aliments. Donc, point trop d'infos, comme on dit, hein, c'est-à-dire que bon, il faut être dans une plage de bonne dureté, mais pas trop non plus. Autrement, ça devient en fait très cassant, un peu cristallisé, puis ça peut être très cassant et entraîner une présence de fines, donc ce qui est problématique, hein. C'est-à-dire que les fines dans un système, dans l'eau d'élevage, en fait, sont problématiques, quoi. Donc, le deuxième outil de mesure, c'est enfin l'indicateur, c'est la durabilité. Alors ça, c'est un principe qui est un peu différent. Il existe différents types d'appareils. Nous, on utilise le Doris, que vous pouvez voir en fait sous forme de schéma ici, euh,
Donc, le principe, c'est qu'on stresse le granulé, on essaye de simuler les contraintes mécaniques qui existent en fait dans les élevages et puis dans le transport des aliments, hein. Transport, pompage en silo, les alimentations à air, voire enfin, les SDAP, il faudrait un système avec de l'eau, mais là, on stresse le granulé avec des chocs à l'air. Donc, bah, justement, bah, quand on développe des aliments en circuit fermé, enfin, pour les circuits recirculés, les RAS, bon, on essaye d'augmenter en fait ce critère de durabilité. Pour la stabilité à l'eau, alors ça, c'est une méthode qui est adaptée en fait compte de préconisation qu'avait fait l'INRA, qu'on peut retrouver dans le bouquin de l'INRA en fait. On essaie de voir en fait quelle quantité on peut perdre en fait, ce qu'on appelle la méthode de déplacement d'un solide dans un liquide. Donc, on prend des granulés qu'on met entre deux tamis, on les fait plonger et ressortir de l'eau avec une fréquence donnée pendant un certain temps. Donc, ça permet de savoir en fait s'il y a combien de matières solubles sont sorties du granulé, quoi. Donc, on peut jouer en fait sur des paramètres de formulation, d'extrusion pour améliorer ces paramètres-là. Donc, bon, en fonction des formulations d'aliments, on voit en fait des améliorations ou pas. Donc, très important aussi la stabilité à l'eau. Donc, un petit rappel quand même sur la composition des aliments. Aujourd'hui, bon, les aliments sont toujours malheureusement formulés avec des farines de poisson, des hydrolysats, du calmar et du krill. Donc, ce sont des matières premières qui sont très intéressantes d'un point de vue digestibilité, équilibre en acides aminés, enfin, plutôt de grande valeur biologique, quoi. Dans certains élevages, en fonction des cahiers des charges, on utilise des PAT de volaille ou d'hémoglobine. Donc, on retrouve beaucoup de matières premières végétales qui sont plus ou moins raffinées. Par exemple, sur le soja, on va retrouver du tourteau de soja. On peut aussi avoir du concentré de soja qui est utilisé dans les aliments. Sur les matières premières autres végétales, on va retrouver aussi des produits issus de céréales, en fait, hein, du gluten de blé, protéines de pois, enfin, protéagineux, gluten de maïs. On va retrouver des huiles de poisson et des huiles végétales, et en forte proportion. On va voir en fait justement la composition d'un aliment. Et puis en fait une partie vitamines et minéraux. Dans la partie minérale, on peut rajouter des phosphates en fonction en fait de la formulation et du niveau qu'on veut atteindre en phosphore. Et puis bon, des céréales pour faire tenir les granulés. Si on regarde les compositions, là, je mis en fait une composition avec une formule alvin, salmonidés, barre de rade, cartilapia, et pour faire un comparatif, tous les porcs à côté, quoi. Donc, vous voyez en fait des niveaux de protéines qui sont très élevés en fait sur la partie alvinage, salmonidés, barre de rade. Donc ça, c'est des formules typiques, hein. On essaye d'avoir des concentrations de protéines élevées en fait sur ces espèces-là. On va avoir des niveaux beaucoup plus modestes en protéines sur les espèces type carpe, poulet et porc, en fait. Et donc, les niveaux d'amidon qu'on voit en troisième ligne sont plutôt modestes, en fait, sur des aliments type salmonidés, barbelade, par rapport à des aliments plutôt pour espèces omnivores. D'accord? Alors, bon, où je veux en venir, en fait, c'est que les espèces omnivores, donc, bon, il y en a très peu, en fait, qui sont faits. Enfin, je connais très peu, en fait, d'élevage en race, en fait, pour tilapia, carpe panga, en fait, mis à part, en fait, les systèmes aquaponiques. Donc, on a des taux de protéines faibles et des taux de matière grasse qui sont relativement faibles. Euh, on va se focaliser un petit peu sur la matière grasse pendant quelques temps, quoi. Pour les espèces piscivores, par contre, là, on va atteindre des niveaux de lipides de 30 à 20%. Et là, du coup, parce que ce sont des espèces qui sont aptes à utiliser des lipides et on en profite puisque, en fait, ces lipides quand ils sont dégradés pour fournir de l'énergie, produisent du CO2 et non pas de l'ammoniac, quoi. Et donc des taux de glucides relativement faibles. Donc, je voulais parler de ça en fait parce que justement, bon, sur les circuits fermés, enfin sur les circuits recirculés type barre de rade et salmonidés, on va avoir des taux de lipides à atteindre sur les aliments relativement forts. Et donc, du coup, il faut éviter d'avoir un relargage d'huile, en fait. C'est-à-dire que le principe de l'enrobage sous vide que tous les fabricants d'aliments utilisent aujourd'hui, on a des sortes de bétonnières qu'on appelle une enrobeuse où on va sprayer en fait des mix d'huile, quoi. Le principe, c'est que, en fait, on fait un vide d'air, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la pression atmosphérique, on pompe l'air en fait dans cette bétonnière, quoi, pour enlever l'air. Et donc après, on spraye l'huile, et donc quand on revient en pression atmosphérique, bah, avec cette technologie, on arrive à rentrer vraiment au cœur du granule. Bon, ça, c'est l'histoire idéale, quoi. En fait, on aimerait bien forcément que cette huile reste dans le granule. Le problème, c'est que, en fait,
il arrive, en fait, compte, parce qu'on a mal réglé l'extrudeur, parce que la température par exemple, en Espagne, il fait très chaud, en Bretagne, il fait très chaud aussi un jour, et bien, du coup, en fait, l'huile s'échappe du granulé, c'est-à-dire que le mix d'huile devient un peu plus fluide et a tendance à s'échapper. Alors ça, c'est catastrophique en race, puisqu'en fait, ça fait un film gras sur les bassins qui peuvent être problématiques pour des échanges de gaz, ou bien en fait, juste c'est une gêne en fait pour les poissons, quoi. Donc, notre objectif, c'est d'incorporer des taux d'huile importants, hein. On va voir que c'est important aussi pour les races. Donc, on est à quasi 27% d'huile rajoutée dans un aliment type salmonidé, quoi, ce que saumon ou truite. Et il faut trouver des solutions qui permettent de limiter et de contrôler en fait ce phénomène, quoi. Donc, bon, bah, du coup, on développe des techniques qui permettent, donc on a deux techniques, c'est soit en fait, on prend les granulés, on les met dans une étuve à 40 degrés pendant 24 heures, et on pèse ce qui est sorti du granulé après, soit en fait une méthode plutôt accélérée qui est la centrifugation. Donc, on prend le granulé et puis pendant 5 minutes, on fait tourner dans une centrifuge. Donc après, on peut tester différents types d'additifs ou de matières premières qui permettent justement de soit d'augmenter la viscosité du mélange d'huile pour éviter qu'elle s'échappe, ou soit de cristalliser ces corps gras, quoi, en fait, hein. Donc bon, que ce soit l'une méthode ou l'une ou l'autre, bon, on a des moyens de contrôle qui permettent de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins. Alors, le dernier principe, en fait, dans tout ce qui est éviter les pertes d'aliments physiques, en fait, il y a forcément le rationnement, quoi. Alors, je pense que ça va être assez basique pour beaucoup d'entre vous, quoi, mais donc il y a des rations. Bah, la ration d'entretien, c'est à partir de laquelle, en fait, un poisson va commencer à avoir une croissance positive. Donc, au niveau en fait des plages, en fait, quand on augmente la ration, la situation 1, que vous voyez à l'écran, c'est une situation de sous-rationnement, c'est-à-dire que le potentiel de croissance de la souche n'est pas atteint du poisson. Donc, on a une situation 2 qui est optimale, où là, on va optimiser en fait l'efficacité alimentaire, donc l'indice de conversion, et la situation de surrationnement qui est problématique en race, puisqu'en fait, là, on atteint le potentiel de croissance, mais tout ce qu'on va distribuer en plus, en fait, va pas être consommé. Donc, on a un non ingéré qui augmente. Et ça, il faut absolument l'éviter dans un système race. Donc, parce que voilà, en fait, ce qu'on peut voir, en fait, c'est de la matière grasse qui s'échappe, la matière grasse qu'on a mis dans le granulé qui s'échappe, des granulés qui se décomposent au fond des bassins. Donc justement, bah, du coup, tout fabricant d'aliments propose aujourd'hui des tables de rationnement qu'il faut bien entendu adapter en fait sur les piscicultures en fonction des conditions. En tout cas, il faut suivre des tables de rationnement, c'est primordial. Donc le deuxième principe, c'est de réduire les pertes métaboliques, hein. Donc, rappel un petit peu sur la composition chimique d'un aliment, donc c'est de l'humidité, de la matière sèche, donc basique, humidité, matière minérale et matière organique. Un aliment, c'est donc aussi cette matière organique qui peut être scindée en trois parties, trois compartiments, les protéines, les lipides, les glucides. Donc, les cendres, en fait, quand elles sont pas digérées par le poisson, on va retrouver, en fait, ou bien même quand le poisson l'a digéré et utilisé, en fait, ça produit du phosphore, en fait, hein. La protéine, bon, forcément, on a besoin d'acides aminés pour faire du muscle. Si on brûle cette protéine pour fournir de l'énergie, si le poisson brûle de la protéine pour avoir son énergie, ça va rejeter de l'azote et de l'ammoniac. Pour les lipides, brûler des lipides, c'est des sources très concentrées en énergie. Bon, ça entraîne une production de CO2. Bon, j'ai cru comprendre les éleveurs que le CO2 était un peu moins problématique que l'ammoniac. Bon, après, en fait, ça dépend si on a un biofiltre qui fonctionne bien. Le CO2 peut être problématique. Il peut y avoir des problèmes d'acidification. Mais enfin, en général, en fait, sur l'aliment, c'est vrai que on a plutôt tendance à essayer de maximiser l'utilisation de lipides et donc d'avoir des excrétions de CO2, quoi. Sur les glucides, alors les glucides, c'est tout ce qu'on appelle, enfin, ce qui vient avec des végétaux. Donc, on va avoir des muscles, de l'amidon, des sucres simples et surtout des fibres. Alors, les fibres sont problématiques, c'est-à-dire c'est de l'alumine, la cellulose, l'hémicellulose, ce qu'on appelle les polysaccharides non amylacés. Voilà, pardon pour le terme qui est un peu barbare, mais c'est très peu digestif, quoi. Et donc, en forte proportion, enfin, on va le retrouver en forte proportion dans certaines matières premières végétales, pois, févrole, céréales. Du coup, on a tendance à essayer de choisir des matières premières plutôt décortiquées, sans paroi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces fibres ne sont pas digestes et du coup vont augmenter les taux de MES en fait, dans les races, quoi.
Donc, il y a un modèle qu'on suit pas mal, en fait, quand on fait du développement, en fait, d'aliments races. Moi, c'est un modèle que j'utilise beaucoup, en fait, c'est la méthode biologique d'estimation des rejets qui est développée par l'INRA, par l'ITAVI, et Aurélien Tocqueville ici présent, et puis par le CIPA, quoi, en fait. Hein. L'idée, c'est d'essayer de prédire, avoir un modèle qui prédit les rejets en azote, phosphore et en matière en suspension, en fonction de ce qu'on donne, en fait, à un poisson. Donc là, on voit une sorte de bilan, en fait, en azote, en fait, sur le poisson. Bon, très difficile à trouver ces données-là, dans la bibliographie, du moins, en fait. Hein. A priori, quand on donne 100% de l'azote qu'on va donner à une truite, elle va en stocker 40 à 53% en fait, au niveau corporel. Bon, la méthode biologique d'estimation des rejets, elle se focalise beaucoup en fait sur ce qui va être déposé dans le poisson, quoi. Ce qui est intéressant de voir dans ce schéma-là, c'est que bon, il y a 6 à 10% de l'azote qui se retrouve dans les fesses. Une partie reste au niveau particulaire et l'autre peut être resolubilisée. D'accord? Et ce qui est vraiment primordial, mais tout le monde sait ça ici aujourd'hui, c'est que en fait, quand la protéine elle est brûlée, catabolisée, en fait, le rejet en fait se fait par les branchies sous forme d'ammoniac. Donc, rejet soluble en azote, le principal indicateur en fait vraiment primordial dans l'aliment, c'est, bon, je ne reviens pas sur les histoires d'énergie digestive sur les aliments et de protéines digestives, il y a un rapport qui est très important en fin de compte quand on parle d'alimentation des poissons, de nutrition, c'est le rapport protéines sur énergie digestive. Et il se trouve que c'est celui-là qui conditionne beaucoup les rejets d'azote soluble, quoi. Une diminution de ce rapport, généralement en augmentant le taux de lipides, parce qu'on aime bien faire de l'épargne protéique en utilisant des lipides, va pour fournir l'énergie. Donc, plus ce rapport-là, PD sur OD, diminue, c'est-à-dire que quand un aliment est à 19 grammes par mégajoule, comme on peut le voir sur le graphique, d'après la méthode de calcul, on serait à 41 kg d'azote, molécules, hein, atomes d'azote, produits pour excréter, en fait, rejeter dans l'eau quand on veut produire une tonne de trucs, quoi. Plus on apporte de l'énergie sous forme de lipides et donc on réduit le rapport PD sur OD, donc on arrive plutôt vers des 16 grammes par mégajoule, là on va avoir une diminution quand même qui est significative de l'azote soluble, c'est-à-dire on passe de 42 donc du coup à 29 grammes par mégajoule, pardon, 29 kilos d'azote soluble et rejeté dans le milieu par tonne de truites produites, quoi. Alors, ce qui est assez que bon, par contre, en fait, pour ce qui est de l'azote particulière, vous voyez en fait que la courbe elle est plutôt plate, hein, c'est-à-dire que c'est pas ce rapport-là qui va conditionner les rejets en azote particulière. Là, en fait, on va jouer en fait sur le choix, la qualité des ingrédients, leur digestivité protéique, c'est-à-dire leur coefficient de digestibilité de la protéine, qui va conditionner en fait les rejets en azote particulière, quoi. Euh, de même, l'équilibre en fait en acides aminés d'une protéine peut entraîner plus ou moins de rejet sous forme particulière dans les fesses en azote. Bon, c'est le traditionnel tonneau, c'est-à-dire si on a un équilibre en acides aminés, s'il y a une carence en un certain acide aminé, bah, la digestibilité de la protéine se retrouve diminuée également, quoi. Et donc, la protéine qui n'est pas digeste se retrouve dans les fesses, quoi. Donc les rejets particuliers type MES, donc bon là, pour le coup, c'est plutôt l'énergie digestible, plutôt que le rapport protéine sur énergie, des aliments qui va être déterminant sur ces rejets en MES. Tout simplement parce que plus il y a d'énergie digestible, plus l'indice de conversion est faible. L'efficacité alimentaire est améliorée, quoi. Par exemple, là, en fait, avec les méthodes biologiques, si on voit qu'on augmente l'énergie digestive d'un aliment de 19 mégajoules à 21 mégajoules, on va avoir une diminution de la quantité de MES rejetée dans l'environnement par tonne de gain de biomasse, quoi, de truites produites, quoi. Pareil, la diminution des fibres végétales, tout ce qui est fibres, qu'on a dit tout à l'heure, par des traitements technologiques des matières premières, permettent de diminuer aussi ces rejets en MES. Pour donner un exemple, en fait, le tourteau de soja contient beaucoup de fibres. Dans un aliment race, on aura tendance peut-être à mettre plutôt du concentré de soja, qui est une forme raffinée du soja, c'est-à-dire on a enlevé les fibres, on a enlevé les sucres, et donc du coup on a des formes des taux de protéines plus élevés et des digestibilités plus élevées.
On va faire un gros focus maintenant sur un des enjeux des races, en fait, c'est les rejets en phosphore, quoi. Donc, un petit rappel bibliographique sur les besoins de la truite. J'ai pris la truite comme modèle, c'est celui qu'on connaît le plus, quoi. Donc, on a des besoins qui sont estimés, en fait, en fonction des recommandations des scientifiques, entre 0,5 et 0,9% de phosphore total dans l'aliment, sur un aliment type truite, quoi. Si on va plus dans le détail, en fait, les recommandations, c'est d'être entre 0,4 et 0,7% de phosphore digestif, cette fois-ci, c'est-à-dire un phosphore qui soit soluble, assimilable par le poisson, quoi. Donc, on peut aussi en fait, donner d'autres types de recommandations, comme l'avait fait Kosachi Koshik en 2005, c'est-à-dire qu'un besoin, c'est soit un besoin pour assurer une croissance maximale, et dans le cas du phosphore, on peut aussi donner un besoin pour assurer une bonne accrétion minérale, c'est-à-dire le poisson stocke bien son phosphore et ne va pas puiser dedans, ne va pas avoir des situations de carence et puiser dedans, quoi. En gros, bon, voilà. Par contre, il y a un principe qui est assez reconnu, c'est qu'à partir du moment où on a atteint ce 0,4% de phosphore disponible, qui serait le minimum en fait, à apporter en fait, à une truite, l'excrétion du phosphore va augmenter de façon linéaire avec le phosphore qu'on va apporter dans l'aliment. Euh, Bon, je passe sur l'expression du besoin. La meilleure façon, enfin, si j'en dis deux mots quand même, la meilleure façon d'exprimer un besoin pour du phosphore, ce serait de l'exprimer en grammes par mégajoule d'énergie apportée. Mais bon, ça, c'est un détail, quoi. Donc, autre principe, en fait, c'est que en général, et c'est là-dessus aussi que repose la méthode de calcul des rejets, en fait, développée par l'ITAVI et l'INRA, c'est que le taux de phosphore qu'on a au niveau corporel chez la truite est toujours plus ou moins corrélé au poids, quoi. Donc, est relativement constante. Ce rapport est toujours constant. Donc, lorsque l'apport alimentaire de phosphore dépasse le besoin de l'animal, l'excédent est éliminé, quoi, en fait. Et c'est ça qu'on va retrouver en fait dans les urines ou bien dans les fesses, quoi. En dessous de cet apport alimentaire, le poisson, on ne va pas voir forcément en fait, de baisse de croissance tout de suite. C'est pour ça en fait, que quand on exprime des besoins en phosphore, on le fait sur de la croissance, mais il faut se méfier parce qu'en fait, pendant une certaine période, 1 ou 2 mois, le poisson peut puiser dans ses réserves en phosphore, donc, mais grandir tout le temps, quoi, avoir une efficacité alimentaire qui est toujours bonne, quoi. Sauf qu'en fait, bah, voilà, il est en train de puiser en fait, dans son phosphore corporel. Ça peut être des effets néfastes, mais différés, quoi, dans le temps, quoi. Donc, méfiance quand même en fait, sur ces taux de phosphore, là. Hop. Juste une petite diapositive sur un travail qu'avait fait Prabu, en fait, qui était en thèse à l'INRA en 2013. Il avait montré quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. En fait, c'est que, bon, je vous ai dit, le besoin en phosphore dige serait à peu près de 0,4% en fait, compte sur un aliment en phosphore dige. Quand on est dans un circuit recirculé, apparemment, en fait, la truite serait capable d'aller chercher le phosphore d'origine environnementale. C'est-à-dire que comme les taux de phosphore augmentent dans le circuit fermé, ça vous avez dû le voir hier lors des journées, quoi, en fait, à partir d'une certaine concentration, a priori, en fait, la truite serait capable d'aller puiser ce phosphore dans l'environnement. Donc, on peut avoir un jeu comme ça. On pourrait peut-être diminuer le taux de phosphore dans les aliments et puis jouer avec cette caractéristique-là. Bon, pour l'instant, je pense que personne ne joue avec ça. Et puis, même faire un aliment à 0,2% de phosphore dige, on ne sait pas trop faire encore. Donc, il y a deux formes de rejet aussi pour le phosphore. Il y a les pertes solides ou particulières. C'est la partie non digestible du phosphore. C'est-à-dire, donc on va retrouver dans les fesses, c'est 26 à 28% du phosphore qu'on a apporté dans l'aliment, et une excrétion soluble de phosphate, quoi. C'est-à-dire que là, bon, le phosphore a été absorbé par le poisson, il a été utilisé sous sa forme inorganique et il est excrété après dans les urines, quoi. Ces différences de compartiments sont essentielles, en fait, hein. Les sources de phosphore dans l'aliment, une chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que les farines de poisson comportent beaucoup de phosphore, 2 à 3,5% de phosphore disponible à 60-80%. Donc, c'est une source de phosphore très intéressante. Et on veut, la plupart du temps, mettre de la farine de poisson parce que c'est très digeste, très équilibré, tout ça. Sauf que ça contient du phosphore. Voilà. Donc, la deuxième source, en fait, dans un aliment, ce sont les sels qui sont soit sous forme mono ou bicalcique. En tous les cas, des sels un peu plus solubles qu'on retrouve, en fait, qu'on peut mettre dans l'aliment pour augmenter les taux de phosphore digestif, quoi. Et le phosphore d'origine végétale, qui, lui, par contre, est très peu
digeste. Les poissons ne savent pas le digérer si on ne les aide pas à le faire. C'est le phosphore qu'on appelle l'acide phytique, quoi. Donc, je vais passer en fait les taux de digestibilité parce que le temps avance, hein. Voilà ce phosphore phytique qu'on voit dans des végétaux, donc en plus ou moins grande proportion suivant les végétaux. Donc, comme quoi, en fait, il faut aussi choisir les bons végétaux dans un aliment race, quoi. Donc, on a la chance en fait d'avoir une enzyme qui est autorisée en Europe en fait pour les salmonidés. En fait, c'est l'utilisation de phytase. La phytase, c'est une enzyme qui permet en fait de justement rendre le phosphore phytique végétal qui n'est pas digeste, le rendre assimilable, quoi. Donc, on utilise en fait, et ça permet de libérer à peu près 50% du phosphore. Donc, c'est une caractéristique qu'on utilise dans les aliments races. Euh, Parce que justement, par exemple, si on formule avec ou sans phytase ou avec phytase, bon, par exemple, un aliment, ça fait 0,9% de phosphore total classiquement, on pourrait descendre à 0,76% de phosphore total tout en gardant une certaine digestibilité. Et quand on calcule les rejets, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'on pourrait en fait diminuer les rejets totaux de 5 kg de phosphore, 5,4 à 3,9. Donc, caractéristique qui n'est pas à oublier, quoi. Principe numéro 3, et là, je vais aller un peu plus vite, en fait, c'est capter un maximum de fesses, en fait. Donc, il y a un concept, en fait, qui a été imaginé en 2001 par Robert Métayer et puis Jacques Morisseau, en fait, qui était à l'Ifremer, et testé en structure, en fait, dans un race turbo chez France Turbo, en fait, hein. Ce principe-là, c'est d'ajouter, en fait, des liants dans l'aliment, des liants pour l'aliment, mais également des liants qui vont donner une certaine cohésion aux fesses et permettre d'avoir des fesses qui soient filtrables et qui sédimentent très vite, quoi, et qui soient bien filtrables, qui ne vont pas se désagréger quand on va les passer dans un filtre à tambour. Bon, il y a Brinker, un chercheur allemand en 2007, a réutilisé ce concept-là et a travaillé sur des gommes de guar, qui est un de ces agents en fait liants, comme cohésion des fesses, quoi. Bon, aujourd'hui, tout le monde développe un peu ce type de technique-là. L'objectif final, c'est d'extraire les fesses du système le plus rapidement possible. Et ben, du coup, comme le phosphore est en forte proportion dans les fesses, en fait, l'idée, c'est de pouvoir extraire du phosphore et l'azote particulière qui est contenu dans ces fesses. Donc, l'Ifremer avait beaucoup travaillé là-dessus, sur le truite et le bar. Donc, ça, c'était en 2001, en fait, justement, pour essayer de calculer les rendements d'extraction, quoi. Juste un petit focus sur la composition d'un fesses. Voilà à peu près ce qu'on peut retrouver en analyse sur un fesses. Donc, une bonne grosse partie de fibres, suivant les formules, 26-39% du fesses sous forme sèche, une bonne grosse partie de fibres aussi de matière minérale, par contre, de sang, un peu de lipides et un peu de protéines. Donc, tout ça, ça vaut quand même le coup d'essayer de l'extraire du système, quoi. Si on regarde, en fait, sur les tests qu'on a fait, nous, au Guessant, mais je pense qu'en fait, tous les fabricants d'aliments ont leurs propres analyses, hein. Quand on utilise cet additif pour avoir une cohésion des fesses, a priori, on améliore quand même en fait, le captage en fait, de l'azote total ou du phosphore total qui est dans les fesses. Parce que là, en fait, ce sont des analyses qui ont été faites sur des bouts après extraction, quoi. Donc, parce que l'enjeu, c'est aussi de retirer très vite avant que le phosphate se resolubilise, c'est-à-dire qu'il ressorte du fesses, quoi. Pareil pour l'azote, quoi. Donc, je vais conclure. Donc, bon, vous avez bien compris qu'en fait, l'idée, c'était quand même de limiter les pertes au maximum, sélectionner des ingrédients à forte digestibilité, donc en gros, plus de farine de poisson, et puis bon, paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le phosphore des aliments, donc moins de farine de poisson, ou trouver des matières premières végétales qui sont très, très riches, enfin, peu riches en phosphore, mais plutôt digestes. En tous les cas, extraire les fesses le plus rapidement avant resolubilisation, c'est une des voies en fait, de salut en fait, comme des aliments en race. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et ben voilà, je suis dans les temps, je crois. Oui, parfait. Merci Yann, parfaitement dans les temps. Et en plus, tu as bien su gérer tes moments. C'était super intéressant. Il y a donc on a 2 minutes. Il y a 2 questions pour toi dans la partie discussion. Ouais. Alors, soit tu peux y répondre par la suite pendant la présentation de Mathieu Jamin. Sinon, une petite quid des farines d'insectes, par exemple, dans les aliments. Quelle perspective, notamment dans une labellisation AB? Est-ce que tu peux y répondre en 1 minute ou sinon Ouais. répondre à tout le monde? Donc, les farines d'insectes, bon, on les a testées, effectivement. En fait, donc, la valeur biologique d'une protéine d'insecte, d'une farine d'insecte, est à peu près équivalente
à une farine de poisson. C'est-à-dire que nous, on a testé 50% de substitution des farines de poisson et jusqu'à 100% de substitution de ces farines de poisson. On obtient les mêmes performances, quoi. Donc plutôt intéressant, hein, comme ingrédient. Bon, aujourd'hui, encore très peu disponible. Donc tout le monde réclame un petit peu ces insectes parce que justement, ça véhicule une image en fait de durabilité. Moi, j'attends de voir quand même en fait des calculs en fait sur l'analyse du cycle de vie de ces farines d'insectes, comme sur beaucoup d'ingrédients d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est une matière première intéressante. Il ne faut pas s'en priver en tous les cas. Le truc, alors, pour revenir au circuit fermé, est-ce que la farine d'insecte sera, circuit recirculé, pardon, est-ce que la farine d'insecte sera vraiment intéressante? Je ne sais pas trop. Ça dépend en fait de son taux de phosphore que je n'ai pas en tête. Et, et je- la chitine, en fait, qui est présente dans la cuticule des insectes, on a dit qu'il fallait éviter en fait toute source de fibres. D'accord. La cuticule, c'est une fibre très difficile à enlever, quoi, à D'accord. digérer. Bah, merci beaucoup pour ta réponse. Je te laisse voir du coup dans la discussion. Tu as une autre question de Emmanuel Chaval également. Et je crois qu'il y en a deux qui ont été posées dans la partie Q&R.